couverts et concernés par la baisse de 9%. Ok, merci pour cette précision. Monsieur le rapporteur général. Messieurs les ministres, je ne vous poserai que 9 questions. Le gouvernement propose des efforts considérables qui rompent avec la facilité qui a prévalu au cours de ces dernières années et visent au rétablissement de nos finances publiques. On ne peut que s'en féliciter, mais il est grand temps. Mais l'équilibre des mesures de hausse des prélèvements obligatoires et de baisse des dépenses que vous nous proposez présente évidemment un effet récessif que le Haut Conseil des finances publiques estime entre 0,4 et 0,5% de points de PIB. Si votre prévision de croissance du produit intérieur brut à 1,1 en 2025 en tient compte, cela signifie que nous devrions atteindre en 2025, hors mesure de redressement, une croissance en volume du PIB de 1,5 à 1,6%. Cette prévision, d'après le Haut Conseil, n'est pas réaliste. Si au contraire votre prévision de croissance à 1,1 ne tient pas compte de ces mesures, alors la croissance du PIB pourrait tomber à 0,6 ou 0,7%. Et si toutes ces mesures sont effectivement prises et sont de l'ampleur annoncée. Ainsi, vos prévisions d'une hausse de 61 milliards des prélèvements obligatoires en seraient fortement réduites. Pourriez-vous nous éclairer sur la sincérité de vos prévisions de recettes pour éviter de renouveler en 2025 les considérables erreurs de prévision de 2024? Telle est ma première question. L'une des conditions de votre prévision de croissance à 1,1% du PIB en 2025 est une reprise de la consommation des ménages. Cela suppose notamment un certain reflux du taux d'épargne de ces derniers qui atteint, je le rappelle, en 2024, 18,1% du revenu disponible, bien au-dessus de sa moyenne de long terme qui est à autour de 15%. Mais ce taux ne diminuerait, d'après vos prévisions, que de 0,5 points de taux d'épargne en 2025. Ce phénomène d'épargne durablement élevé ne fragilise-t-il pas toute l'hypothèse de croissance reposant sur l'idée d'une possible reprise de la consommation des ménages? Telle est ma seconde question. Quant aux entreprises, selon vos prévisions, leur taux de marge devrait perdre 2 points entre 2023 et 2025, passant de 32,7 à 30,7% de leur valeur ajoutée. Quant à leur taux d'épargne, il serait dans le même temps contracté de plus de 4 points, passant de 21,7% de leur valeur ajoutée à 17,1%. Dès lors, n'est-il pas hasardeux d'envisager même une timide reprise de l'investissement des entreprises? Telle est ma troisième question. Le bouclier fiscal sur l'électricité prend fin le 1er février 2025. Dans cette perspective, l'article 7 du PLF relève le tarif d'accise sur l'électricité pour les ménages de 21 à 25 euros par mégawattheure. Cependant, d'autres dispositions du même article prévoient la possibilité d'une hausse de l'accise sur l'électricité par voie réglementaire. Une modulation comprise entre 5 et 25 euros par mégawattheure pourrait intervenir par arrêté. De plus, pour assurer la conformité au droit européen, l'article 7 relève la TVA sur les abonnements électriques de 5,5 à 20%, hausse censée être neutre pour le consommateur car elle devrait être absorbée par une baisse équivalente du droit d'accise. La combinaison de ces dispositions constitue un mécanisme complexe, pour ne pas dire parfois un peu confus. Alors pourriez-vous nous indiquer quelle est la hausse de l'accise sur l'électricité qui doit intervenir le 1er février 2025 et dépassera-t-elle le niveau d'avant la crise? Et quelles sont les recettes supplémentaires attendues? Et surtout, ne craignez-vous pas que les renvois au pouvoir réglementaire autorisés par cet article n'entraînent une censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur? Telle est ma quatrième question. En 2024, le produit de l'impôt sur les sociétés devrait atteindre 58 milliards d'après vos dernières estimations, alors que dans la LFI 2024, il était estimé à 72 milliards. Cette perte de 14 milliards m'amène à vous poser une question sur la crédibilité du rendement de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises en 2025 à hauteur de 8 milliards en 2024. Y a-t-il pas des incertitudes importantes sur ce chiffre? C'est ma cinquième question. Le dossier de presse du PLF présente des mesures à hauteur de 60,6 milliards d'euros qui reposeraient pour un tiers sur des hausses de recettes et pour 2 tiers sur une baisse des dépenses. Or, le Haut Conseil des finances publiques nous a annoncé hier en commission que, selon sa méthodologie, les efforts de réduction des déficits publics reposeraient en fait à 70% sur une hausse des prélèvements obligatoires à hauteur de 30 milliards et à 30% sur des économies sur les dépenses à hauteur de 12 milliards. Cette différence d'appréciation repose sur la référence par le gouvernement à un scénario tendanciel
alors que le Haut Conseil se réfère à la situation de 2024. Pouvez-vous nous donner des éclaircissements sur cette divergence d'appréciation? Par ailleurs, il est prévu que 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires, ainsi que 1,5 milliard de recettes supplémentaires, semble-t-il, sur les billets d'avion et les énergies fossiles, d'après votre dossier, seront proposés par amendement. Quelles sont les mesures que vous envisagez en la matière, en particulier sur les 5 milliards? C'est quoi ces 5 milliards? Et ces amendements seront-ils déposés avant la séance publique, permettant aux commissions de les examiner d'une façon fondée? Telle est ma 6e question. L'évolution de l'endettement public est très préoccupante. Le niveau d'endettement public culminerait, d'après vos prévisions, à 116,5% du PIB en 2027. Cette aggravation se traduit par une hausse de la charge de la dette qui devrait passer de 53 milliards en 2023 à 70 milliards en 2025 et atteindrait même 125 milliards en 2031. Ainsi, la hausse de la charge de la dette, à hauteur d'environ 8 milliards supplémentaires chaque année, grèvera de façon croissante les ressources publiques. Dès lors, n'y a-t-il pas un risque d'effet boule de neige sur la dette publique? La trajectoire présentée dans le PSMT, qui prévoit un début de désendettement en 2028, est-elle crédible? Telle est ma 7e question. Le mécanisme de fonds de réserve auquel vous voulez soumettre les collectivités territoriales les plus importantes est-il compatible tout d'abord avec le principe constitutionnel de libre administration de ces dernières? Quels sont les critères de restitution de ce fonds aux collectivités à terme? Cette mesure ne présente-t-elle pas un caractère rétroactif puisqu'elle s'appliquerait en 2025 mais sur les résultats de 2024? Cette mesure n'est-elle pas aussi une forme de sanction collective qui ne tient pas compte des efforts individuels de certaines collectivités? Telle est ma 8e question. Les mesures d'économie ciblant les collectivités locales sont importantes. 1,2 milliard sur le gel de la dynamique de la TVA, 0,8 milliard sur la réduction du taux du FCTVA, 3 milliards d'euros sur le fonds de réserve, 1,5 milliard sur le fonds vert et 1,3 milliard sur les cotisations employeurs au titre de la CNRACL, soit 7,8 milliards d'euros au total, ce qui est supérieur aux 5 milliards d'euros annoncés. Ces charges nouvelles, alors même que l'on demande à ces collectivités territoriales de limiter fortement en valeur la croissance de leurs dépenses, revient à leur demander de réduire en valeur de 2% leurs dépenses. Est-ce crédible? Telle est ma dernière question. Merci. Oui. Merci. 9 questions précises et 9 réponses concises. Merci. Si possible. Par contre, il faut éteindre votre micro, Charles. Charles, votre micro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général du budget, je pense que je peux tenter de répondre à vos 3 premières questions ensemble, puisqu'elles se tiennent sur les hypothèses de croissance, sur le reflux du taux d'épargne et sur le taux de marge. Je vous l'ai dit, je pense qu'elles se tiennent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des prévisions de reflux de l'épargne et d'augmentation de la consommation qui diffèrent, notamment de celles du Haut Conseil des finances publiques, et qui nous laissent penser que notre prévision de 1,1% de croissance, en intégrant les effets potentiels de l'ajustement structurel que nous faisons en 2025 et des hausses temporaires, est bien prise en compte. Et donc, nous ne déduisons pas, comme vous le faites, 0,5, nous déduisons moins et nous prenons le modèle global pour obtenir ce résultat de 1,1%. Nous le faisons, je l'ai dit, sur la base d'un certain nombre d'hypothèses. J'en ai déjà mentionné au moins 2, la propension à consommer. Je voudrais ajouter la baisse de l'inflation qui nous paraît un moteur important de reprise de la consommation. J'ai parlé tout à l'heure de l'inflation ressentie. Je voudrais y ajouter 2 points. Le premier point macroéconomique, c'est la montée en puissance progressive de l'effet des réformes qui ont été menées. Je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage et à la réforme des retraites en termes de taux d'activité et de soutien à l'emploi. Et puis aussi la question de la baisse des taux qui devrait soutenir significativement l'investissement dans les prochains mois et années et qui donc contribueront aussi à la bonne santé des entreprises. Sur votre 5e question,
sur la question légitime de l'impôt sur les sociétés et donc de l'écart qui a été constaté pour l'année passée et pour l'année suivante. Sur le rétroactif, sur le rétrospectif, je vous redis mon engagement à faire le plus de transparence possible et à pouvoir regarder en détail et avec vous ce qui peut expliquer cet écart qu'on ne sait aujourd'hui que décrire. Sur le prospectif, je vous redis que d'abord ce sont des estimations, nous estimons prudentes, ce sont aussi des estimations qui sont partagées par le Haut Conseil des finances publiques qui juge l'évolution spontanée des recettes pleinement cohérente avec les scénarios macroéconomiques, même si évidemment il faut une prudence particulière sur ces sujets-là. Et puis enfin peut-être la 7e question qui me concernerait directement sur la dette et sur le potentiel effet boule de neige. Rappelez qu'aujourd'hui la dette française dispose d'une très bonne liquidité, que la demande pour cette dette est stable, notamment grâce à des investisseurs, à un portefeuille d'investisseurs très diversifié. Et je peux, pour en témoigner, vous indiquer que l'avancement du programme de financement de l'État est bon, puisque nous sommes aujourd'hui à 90%. Il n'empêche, et vous l'avez rappelé, que c'est parce que nous réduisons le déficit à 5% en 2025 que nous contenons les émissions nouvelles que nous devons faire et que nous maintenons, même s'ils y sont évidemment très attentifs, la confiance des marchés. En complément, monsieur le rapporteur général, sur le bouclier tarifaire, sur l'électricité, vous l'avez très justement décrit, ce sera bien au 1er février, effectivement, qu'aura lieu le retrait du bouclier que j'évoquais, donc la hausse de la TICFE. Le niveau exact de la hausse de TICFE sera précisé par voie réglementaire à ce moment-là en fonction des prix réels de l'électricité. Donc il n'est pas possible de donner un prix exact là-dessus. Néanmoins, en transparence, je peux vous dire 2 choses. La première chose, c'est que nous veillerons et nous nous sommes engagés à ce que la facture des particuliers qui sont au tarif réglementé baisse bien de l'ordre de 9 à 10%. Ça, nous nous sommes engagés à ça. Et donc le taux de hausse de la taxe sera jaugé à l'aune du respect de cet engagement-là. Ceux qui sont au marché libre ont eu une baisse de leur facture bien plus importante ces derniers temps et pourront toujours repasser au tarif réglementé. Je rappelle que c'est totalement souple à ce niveau-là. Ça correspond à peu près à 20% des ménages, ceux qui ne sont pas au tarif réglementé à ce stade. Quant à savoir si la hausse de la taxe sera supérieure aux 32 € du mégawattheure, à date par rapport à la baisse de l'électricité que nous estimons, la réponse est oui, probablement. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Excusez-moi, Monsieur le Président, pardon. Je dois une réponse sur les collectivités, à Monsieur le rapporteur général. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre la 8 et la 9 en même temps, si vous me le permettez. Nous avons proposé dans ce texte à ce que les collectivités contribuent à hauteur de 5 milliards d'euros. C'est un dialogue qui est exigeant et nous devons le faire à l'aune de la réalité des finances locales. Donc l'hétérogénéité de la réalité des finances locales et de la différence entre chacune des collectivités est telle qu'il est très complexe de faire quelque chose au plus juste. Donc nous sommes en dialogue avec elles. Nous avons présenté au comité des finances locales une copie qui a été commentée, que nous devons travailler. Le premier, c'est le fonds de précaution que nous proposons, qui est quelque chose d'innovant, qui a un double mérite, c'est de se concentrer sur les collectivités territoriales qui ont davantage la possibilité de contribuer que les autres. Je sais l'écueil, et je ne veux pas éviter le débat que cela crée en disant que les bons gestionnaires payent pour les autres. Je connais ce débat-là et cet écueil-là. Il est d'une certaine façon un peu inévitable à partir du moment où on propose ce type de solution. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais c'est une proposition que nous faisons. Et elle a quand même un mérite, c'est que ça sera fait à hauteur environ de 2,8 milliards d'euros. Donc ça sera toujours capé de toute façon à 2% des RRF. En revanche, ça c'est très important, ce sera fait par rapport à l'exécuté réel de 2024 des finances locales. Ce ne sera pas fait par rapport à des prévisions, par rapport à un montant que nous aurions décidé seuls. Ça c'est très important. La gouvernance de ce fonds sera à la main des collectivités territoriales. Très important. Et le partenariat que nous devons avoir avec elles devra être fait également. Et puis,
Comme nous sommes à 2,8 milliards de rendement sur ce fonds de précaution, il y aura effectivement des propositions complémentaires dans le texte que vous avez vu, notamment un écrêtement de la dynamique de TVA à hauteur de 1,2 milliard d'euros, et puis une proposition de baisse de 2 points de FCTVA à hauteur de 800 millions d'euros, et cela fait donc 5 milliards d'euros au total. Merci d'avoir été vigilant sur les 2 questions qu'il manquait. 6, qui n'est pas une mince question. Voilà, c'est... Quant à votre question sur les amendements complémentaires sur les baisses de crédit, c'est précisément les arbitrages que nous sommes en train de faire ministère par ministère. Il faut bien comprendre quelque chose. J'ai pris mes fonctions le 22 septembre. Pour faire des bilatérales avec l'ensemble des ministres, comme nous pouvons le faire normalement au printemps ou à l'été, il manquait de temps. Donc nous sommes en train justement de faire ce travail de préparation. Il y aura des arbitrages en la matière. J'ai donné quelques informations sur les ministères régaliens que nous ne voulons pas voir amputés de moyens complémentaires, notamment ceux qui sont sous loi de programmation. Et donc vous verrez les amendements avant la séance, c'est ça qui est très important, et pas directement au banc, et que vous puissiez évidemment les préparer lors des débats. Mais effectivement, il faudra qu'il y ait une contribution complémentaire à la baisse de la dépense publique. Sinon, eh bien, comme on dit, les comptes ne seront pas bons et nous n'aurions pas le quantum de 60 milliards au total sans cela.